Simon Cowell, l'un des esprits les plus vifs de la télévision, l'homme qui a donné une scène à des millions de voix inaudibles. Simple employé d'une salle de courrier, il est devenu l'une des figures les plus puissantes du monde du divertissement. Doté d'un instinct presque étrange pour détecter les talents, il a transformé des gens ordinaires en légendes, gagnant ainsi sa place d'œil d'or de l'industrie. Pendant plus de 20 ans, M. Cowell a redéfini ce que signifiait une véritable puissance télévisuelle en suscitant d'innombrables rêves musicaux, en établissant des normes impitoyables et en devenant le visage même de la radiodiffusion moderne. Il a été la force motrice derrière American Idol, The X Factor et Got Talent, les émissions qui ont créé toute une génération de superstars. Mais derrière cet empire étincelant se cache une histoire bien moins glamour, une histoire de douleur, de santé brisée, de solitude écrasante et de tragédie dont aucune célébrité n'a pu le protéger. Le monde a longtemps applaudi son autorité et son succès, mais peu sont prêts à affronter les lourdes ombres qu'il porte aujourd'hui. Des fardeaux qu'aucune fortune, aucun applaudissement ne peut effacer. Si ces spectacles vous ont déjà fait croire rire ou pleurer, prenez un moment pour rendre hommage à un homme qui a renoncé à une partie de lui-même pour alimenter les rêves des autres. Parce qu'avant le tonnerre de la célébrité mondiale, il y avait le silence. La première scène de Simon n'a pas été éclairée par des projecteurs, mais par le silence froid et impitoyable d'une enfance privée d'affection. Né en 1959 à Lambeth, à Londres, et élevé à Elstree dans le Hertfordshire, il a grandi dans une famille qui brillait en apparence par son glamour, mais qui était fracturée de l'intérieur. Sa mère Julie Brett, danseuse de ballet et mondaine, flottait dans la vie avec élégance, mais restait souvent distante sur le plan émotionnel. Son père Eric Selig, Philip Cowell, directeur musical et promoteur immobilier, privilégiait la discipline et la réussite à la tendresse. Des années plus tard, Simon admettra avec une honnêteté perçante « Mon père ne m'a jamais dit « Je suis fier de toi », même quand j'en avais le plus besoin. » Cette absence de reconnaissance minime pour certains est devenue la cicatrice de toute une vie. Une ombre qui l'a suivi dans chaque salle d'audition, chaque scène, chaque nuit silencieuse. L'école ne lui offre aucune échappatoire. À l'école préparatoire de Radlett, puis au Dover College, il n'était pas l'élève vedette que ses parents auraient pu imaginer, mais le garçon agité qui enfreignait les règles se heurtait à l'autorité et portait la honte de ne pas répondre aux attentes. On se souvient de ses camarades. Simon n'était pas pris en compte. Classe après classe, il était le garçon en marge présent, mais invisible, agité, mais inaudible. Il s'en sortait avec un simple G.C.E. En anglais et en sociologie, il a quitté l'école, non pas avec un sentiment de soulagement, mais avec le poids écrasant de la déception. Dans le monde de sa famille, l'excellence est une monnaie d'échange, et Simon se sent totalement dépourvu de valeur. À la fin de son adolescence, le rejet était devenu un fantôme familier, murmurant le même verdict que celui qu'il portait depuis l'enfance, tu n'es pas assez. Par pitié plutôt que par fierté, son père lui a obtenu un poste dans la salle de courrier de Music, le plaçant au plus bas de l'échelle d'un empire bâti sur la célébrité. Chaque matin, Simon apportait du café à des producteurs qui n'apprenaient jamais son nom, triait le courrier des fans pour des artistes dont les chansons remplissaient des arènes, tandis que sa propre présence se dissolvait dans l'invisibilité. J'étais invisible dans un monde obsédé par les projecteurs, se souviendra-t-il plus tard, un aveu dont la douleur est encore vive. Il a quitté Amy une fois trop humilié pour rester, mais le monde extérieur ne lui offrait rien d'autre que du rejet. Les portes se sont refermées, la confiance s'est effritée et désespérée. Il est retourné dans la salle de courrier qu'il avait autrefois méprisée. À cette époque, Simon admet qu'il pleurait doucement dans la salle de bain, après le travail des larmes non seulement d'échec, mais aussi de la peur obsédante que sa vie ait déjà atteint son apogée avant même d'avoir commencé. Pourtant, dans les décombres de l'humiliation, un autre feu a commencé à couver. Le silence de son enfance ne l'a pas détruit, il l'a endurci. De la négligence, il a tiré la détermination. Du rejet, il a appris le défi. Le garçon qui avait été privé d'affection
devenait lentement l'homme qui forcerait le monde à le remarquer. Son enfance n'était pas un conte de fées, c'était un creuset, et chaque étreinte refusée, chaque mot d'amour non prononcé, est devenu le feu qui a forgé son ambition implacable, presque impitoyable. Le garçon qui pleurait autrefois en silence était sur le point d'entrer dans une industrie aussi impitoyable que l'enfance qui avait déjà gravé des cicatrices dans son âme, armé seulement d'une volonté têtue et des meurtrissures du rejet. Simon Cowell s'est lancé dans le monde de la musique déterminé à ce que l'invisibilité ne soit plus la seule histoire attachée à son nom. Humilié mais intact, il est retourné dans la salle du courrier d'Amy, un endroit qu'il avait autrefois méprisé, où chaque pile de disques et chaque lettre non ouverte sont devenues sa salle de classe silencieuse. Il étudie non seulement la musique, mais aussi le pouvoir lui-même, la façon dont la célébrité est emballée, dont les stars sont créées et dont les rêves sont vendus. Ce n'est pas la brillance qui lui a ouvert la voie, mais le cran, la persévérance et le refus de laisser le verdict du pas assez dicter le reste de sa vie. Au début des années 1980, Simon a tout risqué. Avec E. Ian Burton, il lance son propre label, Fanfare Records. Au début, le pari semble gagné. Avec des titres pop étincelants comme So Macho de Sinita Simone, le garçon qui avait été invisible était soudain visible partout, organisant des fêtes, tendant des verres, serrant la main de personnes qu'il avait auparavant ignorées, goûtant pour la première fois à l'étincelle enivrante du succès. Mais le champagne peut tourner en un instant. Le marché a changé, les tendances ont fléchi, et l'empire qu'il pensait construire s'est effondré avec une rapidité brutale. À la fin de la décennie, Fanfare n'est plus qu'une coquille vide, ses bureaux sont abandonnés, ses contrats sans valeur. Simon, à peine âgé d'une trentaine d'années, n'a plus que des dettes et du désespoir. Les amis se sont évaporés comme de la fumée, les portes se sont refermées, les créanciers ont tourné en rond comme des vautours. L'humiliation est profonde. Il retourne chez ses parents, se réfugie dans la même chambre d'enfant qui résonnait autrefois de solitude, une chambre qui murmurait désormais l'échec. Pour le monde, il s'agit d'un échec commercial. Pour Simon, c'était une dévastation personnelle, comme si le petit garçon privé d'affection était devenu un homme dépourvu de dignité. Des années plus tard, il admettra avec une honnêteté obsédante que le temps a failli me briser, se souvenant qu'il se sentait comme un fantôme, hantant sa propre vie invisible une fois de plus. Ce fut un rappel cruel que dans l'industrie du divertissement, le triomphe est fragile et la cruauté constante. Pourtant, dans les cendres de cette ruine, quelque chose de féroce a commencé à s'élever. L'effondrement de la fanfare n'a pas mis fin à Simon Cowell, il l'a reforgé. Il a commencé à étudier non seulement la musique, mais aussi l'architecture de la célébrité elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'un public se tait? Qu'est-ce qui le fait applaudir? Qu'est-ce qui fait qu'il se souvient? Chaque humiliation, chaque nuit blanche, chaque goutte amère d'échec est devenu le carburant brut d'un homme qui un jour prendrait la télévision à la gorge et réécrirait les règles du divertissement. Sa carrière n'a pas commencé par le glamour, mais par les cendres, et c'est de ces cendres que Simon Cowell a entamé l'ascension qui le rendrait un jour à la fois vénéré et honni, un symbole de pouvoir dont l'empire n'est pas né d'un privilège, mais de la douleur. Sur les cendres de la faillite, Simon Cowell s'est trouvé à un carrefour impitoyable qui allait soit l'enterrer dans l'obscurité permanente, soit le forcer à se frayer un chemin dans une industrie qu'il avait déjà mâchée et recrachée. Son retour dans l'industrie musicale au début des années 1990 n'a pas été un triomphe, c'était un acte de pure survie. Chez BMG, il n'est pas arrivé comme une étoile montante, mais comme un homme portant la tache de l'échec sur son nom, dont on chuchotait dans les couloirs qu'il avait vu son empire s'effondrer avant même d'avoir commencé. Chaque réunion était un rappel de l'humiliation. Chaque poignée de main était marquée par la question silencieuse. Cet homme peut-il vraiment tenir ses promesses? Au lieu d'être salué comme un visionnaire, Simon a dû se battre pour obtenir les moindres miettes d'une opportunité.
Ravalant sa fierté, il a démoli tout ce qu'il croyait savoir sur la musique et a reconstruit sa philosophie à partir de zéro. Fini les illusions de la chasse aux artistes intemporels. Au lieu de cela, il a tourné son regard vers le pouls des masses, réalisant avec une clarté douloureuse que les critiques n'achetaient pas de disques, mais que les gens ordinaires en achetaient. Plus tard, il avouera « J'ai appris à la dure vendre des disques, d'abord gagner le respect ensuite ». Une phrase qui révèle à quel point la nécessité a remodelé sa vision des choses. Ce n'est pas le glamour, mais le désespoir qui l'a poussé à signer des disques que d'autres méprisaient. Des groupes pop comme Five, des duos de ballades comme Robson et Jerome, et des boys bands comme Westlife. Les puristes se moquent d'eux, les journalistes se moquent, mais leurs disques se vendent par millions. Chaque succès était doux amer, le triomphe entaché par le mépris d'une industrie qui le considérait comme bon marché, alors même qu'il dépassait les ventes de leurs soi-disant stars. Pourtant, derrière ces ricanements, Simon est en train d'assimiler la leçon la plus cruelle et la plus précieuse de sa vie. La célébrité n'a jamais été une question de perfection, c'est une question de connexion. Il a transformé le rejet en boussole, suivant non pas l'approbation des initiés, mais les battements de cœur de la foule. Pourtant, la route était escarpée et solitaire. Pour chaque succès, il y avait des nuits interminables de peur, et derrière chaque palmarès se cachait la crainte qu'un nouvel effondrement ne vienne tout gâcher. Il l'avouera plus tard, un aveu qui montre à quel point même ses victoires sont fragiles. Puis vint 2001, l'année qui changea tout. Simon est sorti de l'ombre des salles de réunion pour entrer sur la scène brûlante de la télévision avec Pop Idol. Beaucoup pensaient qu'il n'était pas fait pour l'écran trop brutal, trop froid, trop cruel pour conquérir le public. Mais ce qu'ils appelaient cruauté, le public l'appelait vérité. Sa langue acérée, son honnêteté percutante et son refus d'édulcorer les échecs ont électrisé les téléspectateurs lassés des mensonges polis. Pop Idol est devenu un phénomène, et avec lui le visage de Simon Cowell est devenu aussi reconnaissable que les stars qu'il jugeait. Ce qui n'était au départ qu'une seconde chance désespérée s'est transformé en une révolution culturelle non seulement pour lui, mais aussi pour le monde du spectacle lui-même. De l'humiliation de retourner vivre chez ses parents au projecteur de la télévision, à une heure de grande écoute, le parcours de Simon n'a jamais été un conte de fées. C'était une guerre menée avec des cicatrices endurées avec courage et gagnée en osant embrasser ce que les autres rejetaient. Le chemin qui mène des ruines de la fanfare au triomphe de Pop Idol n'a pas été pavé de gloire, mais de chaque rejet, de chaque ricanement et de chaque nuit de désespoir qui l'ont forcé à se réinventer. Cette réinvention est devenue le fondement indestructible de l'empire qu'il allait un jour diriger. Au début des années 2000, Simon Cowell n'était plus le garçon invisible de la salle de courrier ou l'entrepreneur raté qui se frayait un chemin dans les décombres de la faillite. Il était devenu le visage d'une nouvelle ère dans le monde du divertissement. Pop Idol avait fait de lui un nom connu de tous. Lorsque American Idol a été lancé en 2002, la transformation a été totale. Semaine après semaine, des millions de téléspectateurs écoutaient non seulement les chanteurs en herbe, mais aussi le verdict de Simon, ses remarques acerbes, ses haussements de sourcils, ses silences cinglants sont devenus aussi emblématiques que les spectacles eux-mêmes. Ce que d'autres considéraient comme de la cruauté, le public l'accueillait comme de l'honnêteté. Et bientôt il est devenu le personnage le plus discuté de la télévision. Au milieu de la décennie avec X Factor au Royaume-Uni et Got Talent dans le monde entier, Simon Cowell n'est plus un simple directeur musical. Il était l'arbitre des rêves, un homme dont les paroles pouvaient faire ou défaire des vies en un instant. À son apogée, plus de 600 millions de téléspectateurs à travers 5 pays regardaient les formats estampillés de son nom. Il était, comme l'a déclaré la presse, l'homme le plus puissant de la télévision. Mais le pouvoir, comme Simon l'a découvert, a un prix déchirant. La même franchise qui l'a rendu célèbre l'a aussi fait mépriser. Il a été hué en public, ridiculisé dans les tabloïds et dépeint comme un méchant par ceux qui ne voyaient que la cruauté, sans aucune conviction. Il avouera des années plus tard « Je savais que les gens me détestaient,
Mais je savais aussi que je ne pouvais pas prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Cette honnêteté lui a permis de bâtir un empire, mais l'a plongé dans la controverse. Un roi sur un trône qui tragiquement ressemblait davantage à une prison. Derrière les caméras, l'emploi du temps était impitoyable. Des auditions sans fin des émissions en direct des franchises mondiales et la responsabilité écrasante de porter des marques entières sur ses épaules. Les nuits se sont transformées en réunions stratégiques, les jours en critiques. Trop dures, trop douces, trop commerciales, trop prévisibles. Plus il montait, plus il s'isolait, les rires des téléspectateurs étant remplacés dans sa vie privée par le silence. Le succès a rempli ses comptes en banque, mais il a vidé son sentiment d'appartenance. Ses amis se sont éloignés, ses amours ont échoué, et le garçon autrefois en manque d'affection est devenu un homme en manque de paix. Il a avoué avec une honnêteté crue que même au milieu d'un tournage entouré de lumières et d'applaudissements, je me sentais souvent complètement seul. L'ironie cruelle était dévastatrice. L'homme qui a donné à des millions de personnes leur moment de reconnaissance a souvent terminé ses propres nuits sans personne pour le reconnaître. Et pourtant, c'est dans ce creuset tragique que la légende de Simon a été scellée. Il n'a pas seulement remodelé la télévision, il a redéfini la relation entre la célébrité et le public. Pour la première fois, le public avait l'impression d'être assis à ses côtés, décidant qui méritait la célébrité et qui ne la méritait pas. Ce rôle l'a polarisé, mais il l'a aussi rendu inoubliable. Au sommet de sa puissance, Simon Cowell a réussi ce qui semblait impossible. Il n'était plus invisible. Le monde ne pouvait plus détourner le regard, mais la gloire est arrivée enveloppée dans l'épuisement, la solitude, et la question lancinante de savoir si l'empire qu'il a construit lui a coûté les choses même qu'il a toujours désirées le plus. Lorsque Simon Cowell a tenu son fils dans ses bras pour la première fois en février 2014, les caméras ont capturé un sourire, mais elles n'ont pas pu saisir la tempête que ce petit garçon avait fait taire. Eric n'était pas un simple nouveau-né, c'était un miracle fragile, une bouée de sauvetage tendue à un homme qui se trouvait dans les décombres de l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Quelques mois plus tôt, en 2013, le monde soigneusement construit de Simon a implosé lorsque la nouvelle a éclaté qu'il attendait un enfant avec Lauren Silverman, la femme de son ami proche Andrew. Ce n'était pas seulement des ragots, c'était une tempête de feu qui a brûlé tous les coins de sa réputation. Les gros titres ont crié à la trahison, les tabloïds ont disséqué chaque détail, et l'homme qui avait autrefois contrôlé la narration d'innombrables carrières s'est soudain retrouvé piégé dans une carrière dont il ne pouvait s'échapper. Du jour au lendemain, il a été considéré non pas comme le maître juge du talent, mais comme celui qui a été jugé. Ce n'est pas l'indignation du public qui a provoqué la trahison la plus profonde, mais l'abandon silencieux d'amis qui lui ont tourné le dos, les chuchotements qui l'ont suivi dans toutes les pièces, et la prise de conscience écrasante que la confiance, une fois brisée, est rarement réparée. Andrew Silverman a demandé le divorce pour cause d'adultère, et Simon, autrefois, figure de pouvoir et de certitude, n'aspirait plus qu'à l'invisibilité. Il a ensuite admis dans l'un de ses plus rares moments de franchise que ce n'était pas quelque chose dont j'étais fier. Il n'y avait pas d'excuses, pas de pirouette, seulement le ton lourd du regret. Pour un homme qui avait bâti son empire sur le contrôle, ce fut le moment le plus impuissant de sa vie. Et pourtant de ce même chaos est née une renaissance inattendue. À la naissance d'Eric, le récit est passé du scandale au salut. Le monde de Simon, autrefois mesuré en termes d'audience et de revenus, s'est soudain mis à tourner autour de petites mains et de rituels d'endormissement. L'homme qui jadis aboyait des ordres dans les salles de conférence a appris à lire des livres pour enfants dans le calme d'une chambre d'enfant. Il a troqué les contrats contre des tours de Lego, les critiques contre des berceuses et l'éclat froid des lumières de studio contre la lueur chaleureuse de la paternité. Il a avoué plus tard que mes priorités avaient complètement changé. Tout d'un coup, mon monde ne se résumait plus à l'audimat ou au contrat. Il s'agissait de lui.
Ses proches l'ont immédiatement compris. Ce magnat infatigable qui a autrefois traversé les océans pour ses affaires organise désormais sa vie autour de l'heure du compte du bain et du simple miracle de voir son fils s'endormir. Un associé s'est souvenu que la paternité l'avait sauvé. Avant même le scandale, il s'était engagé sur une voie sombre. Eric lui a donné une raison de s'arrêter de guérir, de recommencer. Mais la rédemption ne se fait jamais sans cicatrice. Le scandale avait laissé des blessures que même la paternité ne pouvait effacer. La perte d'amitié, l'érosion de la confiance et une culpabilité qui persiste comme une ombre dans le silence entre les rires et les berceuses. Simon l'a admis lui-même. « J'ai perdu des amis, j'ai perdu la confiance, mais j'ai gagné quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Il ne s'agissait pas d'une fuite triomphale des conséquences, mais d'un bilan qu'il porterait pour le reste de sa vie. Le paradoxe était frappant, un miracle enveloppé dans la controverse, un cadeau né des cendres. Pour les tabloïds, c'était un scandale qui passait avec le temps. Pour Simon, c'est une cicatrice qui l'a remodelé à jamais. Ce qui a rendu sa transformation fascinante, c'est son authenticité. Il n'a pas été mis en scène pour les caméras ou orchestré par des publicistes. Elle était visible dans les contours adoucis d'un homme autrefois défini par son caractère tranchant, dans la patience qui a remplacé la dureté et dans l'humilité que le succès ne lui avait jamais enseignée. La paternité n'a pas effacé le scandale, mais elle lui a donné un sens. L'incendie qui a failli le détruire est devenu le creuset dans lequel s'est forgé un Simon différent, moins arrogant, plus vulnérable, plus humain. Et c'est peut-être pour cela que ce chapitre reste inoubliable. Ce n'est pas l'histoire d'un scandale, mais celle d'un homme brisé par ses propres choix, qui a trouvé la rédemption sous la forme la plus inattendue, grâce à la petite voix qu'il appelait papa. Il nous rappelle que même les plus puissants sont fragiles, que les erreurs ont un poids, et que parfois la lumière dont nous avons le plus besoin n'arrive pas en dépit de nos échecs, mais grâce à eux. En 2015, alors que Simon Cowell apprenait à se stabiliser dans le rôle peu familier de père, la vie lui a porté un coup que ni la célébrité ni la fortune n'ont pu atténuer. La perte de sa mère, Julie Brett. Elle avait vécu jusqu'à l'âge remarquable de 89 ans, une ancienne danseuse de ballet gracieuse qui se comportait avec assurance, même si l'âge ralentissait ses pas. Aux yeux du monde, cette disparition aurait pu sembler naturelle, la fin tranquille d'une longue vie. Mais pour Simon, c'était la dévastation. Julie avait été le point d'ancrage d'une enfance houleuse, le témoin silencieux de ses rébellions, et la seule figure dont il avait toujours désiré l'approbation même lorsqu'elle était rarement exprimée. Lorsqu'elle est décédée en juillet de la même année, Simon était en train de produire The X Factor. Les caméras, les délais et les candidats sont soudain devenus sans importance. Il s'est éloigné, a annulé des engagements et s'est réfugié dans un chagrin qui l'a dépouillé de l'armure qu'il portait depuis des décennies. Pourtant, la douleur de la perte de sa mère est accentuée par une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée, en 1999, bien avant la célébrité mondiale. Simon avait enterré son père Eric, une présence stricte mais guidante, qui n'a jamais vu son fils sortir de la faillite et devenir un grand nom. Pendant des années, Simon a porté ce regret en silence, admettant que l'homme dont il avait le plus recherché l'approbation n'avait jamais pu assister au succès que ce besoin d'approbation avait engendré. Aujourd'hui, avec la disparition de sa mère, Simon a l'impression que le dernier fil qui le reliait aux racines de sa vie a été coupé. Ses amis se souviennent de la fragilité de son apparence à cette époque d'une figure habituellement si inébranlable, réduite au silence. Il a admis un jour tout bas que la perte de ma mère était la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. Pour un homme qui a passé sa vie à courir après les applaudissements, le silence qui a suivi sa disparition a été insupportable. Aucun projecteur, aucun succès, aucune victoire d'audience ne pouvait combler le vide laissé par la femme qui était là depuis le tout début. La douleur a été aggravée par le choix du moment. Un an plus tôt, il avait accueilli le miracle de la paternité, tenant le petit Eric dans ses bras, comme si l'avenir lui donnait enfin de l'espoir.
Aujourd'hui, cette joie est assombrie par le chagrin, comme si la vie avait exigé un équilibre cruel, lui donnant un fils, tout en lui enlevant sa mère. Et pourtant, même dans le chagrin, il y a eu une transformation. Le décès de Julie a obligé Simon à se confronter non seulement à la mortalité, mais aussi à l'héritage. Il a commencé à parler plus souvent de sa famille, d'être présent, de chérir les moments que la célébrité vole si souvent. Ceux qui ont travaillé avec lui ont remarqué une nouvelle patience, une douceur, une vulnérabilité qui avaient rarement fait surface auparavant. Derrière l'esprit acéré et le regard d'acier du juge le plus sévère de la télévision, se cachait un fils qui pleurait non seulement sa mère, mais ses deux parents portant le poids du regret et de la gratitude à parts égales. Cette perte ne l'a pas brisé, mais elle a gravé une cicatrice visible dans les pauses de ses mots, dans le scintillement de ses yeux, chaque fois que leurs noms apparaissent. Cela lui a rappelé que même l'homme le plus puissant de la télévision n'était au fond qu'un fils à qui sa mère et son père manquaient. En août 2020, à 60 ans, alors que beaucoup rêvent de ralentir et de savourer la paix, Simone Cowell a été frappée par une tragédie aussi brutale que déchirante. Dans la cour de sa maison de Malibu, alors qu'il testait un nouveau vélo électrique puissant, une seconde d'erreur de calcul a transformé la curiosité en catastrophe. Projeté violemment au sol, son dos s'est brisé en de multiples endroits, et à cet instant, l'homme qui avait bâti un empire sur un contrôle inébranlable a tout perdu. Il se souviendra plus tard avec effroi qu'il s'en est fallu d'1 minute pour que je n'y parvienne pas. Pour un personnage qui avait survécu à des scandales, des déchirements et des humiliations, c'était différent. C'était sans pitié un rappel cruel que même les plus puissants sont fragiles lorsque le destin les frappe. La blessure a été dévastatrice, 6 heures atroces d'opération, une tige d'acier implantée dans sa colonne vertébrale, et le verdict terrifiant qu'un seul faux mouvement pourrait lui coûter sa mobilité à jamais. Pour un homme autrefois défini par une posture droite, des costumes impeccables et une autorité imposante, l'ironie est tragique. Le titan de la télévision. L'homme qui a décidé du destin d'innombrables rêveurs s'est soudain retrouvé confiné dans un lit d'hôpital luttant pour soulever un verre d'eau, incapable de s'asseoir sans souffrir. Les lumières et les caméras qui l'avaient toujours entouré avaient disparu, remplacés par des moniteurs froids, mesurant la respiration et le rythme cardiaque, chaque bip lui rappelant à quel point il était proche du silence pour toujours. Il admettra plus tard, sans bravade, que la douleur était au-delà de tout ce que j'avais jamais enduré. Les nuits sont devenues des marathons impitoyables de tourments interrompus par de brèves périodes de sommeil médicamenteux. Ce n'était pas l'audimat ou les tabloïds qui étaient en jeu, c'était la vie elle-même. Et pourtant, la douleur la plus déchirante n'était pas physique. C'était la pensée de son fils de 6 ans, Eric, un petit garçon qui idolâtrait son père, qui s'accrochait à lui avec l'amour inconditionnel que Simon avait lui-même désiré dans son enfance. Alors qu'il gisait brisé, Simon craignait qu'Eric ne le perde trop tôt. « J'ai pensé à Eric, et j'ai su que je devais me battre », a-t-il avoué plus tard. Cette honnêteté tremblante a révélé un homme dépouillé de toute armure, se battant non pas pour des empires, mais pour des histoires à dormir debout, des châteaux en Lego, et la possibilité de tenir à nouveau son fils dans ses bras sans fils, ni cicatrice. La convalescence a été cruelle, se tenir debout, nécessiter de l'aide, se déplacer dans le lit, donner l'impression d'escalader des montagnes, et des saisons entières de télévision se sont déroulées sans lui. Pour un homme dont l'identité était le contrôle, l'absence ressemblait à une défaite. Ses amis le décrivaient comme pâle, frêle et creusé par la douleur, mais il voyait aussi quelque chose d'autre. Un défi, le même feu têtu qui l'avait fait passer d'une salle de courrier à une célébrité mondiale. Lentement, péniblement, il a refait ses premiers pas, chacun d'entre eux étant un triomphe sur le désespoir. Eric est devenu son plus grand guérisseur, encourageant les pas hésitants de son père, lui rappelant chaque jour pourquoi la survie est importante. Mais alors que Simon commence à reprendre des forces, le destin frappe à nouveau. Au début de l'année 2022, il a subi un deuxième accident de vélo électrique, cette fois-ci
en se fracturant le bras et en se faisant des bleus au visage. Bien qu'elle soit moins grave que la fracture du dos, l'humiliation est impitoyable, un écho cruel de sa chute précédente. Une fois de plus, il s'est retrouvé dans une blouse d'hôpital, couvert de points de suture et de cicatrices raillées par des titres qui le qualifiaient d'imprudent, de fragile, voire d'idiot. Pour Simon, la douleur physique est vive, mais la blessure plus profonde est psychologique. Le sentiment que le destin le nargue lui rappelant que le contrôle est toujours une illusion. Être mis à terre une fois était une tragédie. Être renversé 2 fois, c'est presque une punition. Et pourtant, il a refusé de se rendre. Simon l'a admis plus tard, cela m'a changé de toutes les façons possibles. Les 2 accidents sont devenus un miroir. Il a réfléchi au rythme effréné, aux nuits sans sommeil, à la faim infinie d'empire, et a réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance sans la santé, sans la famille, sans le lendemain. Blessé mais debout, il a fini par revenir sur le devant de la scène. Mais le monde n'a plus vu que le juge le plus sévère de la télévision. Ils ont vu un homme marqué par la mortalité, adouci par l'humilité, aiguisé par la gratitude. C'est peut-être pour cela que ces accidents restent le chapitre le plus obsédant de son histoire. Parce qu'en une seule seconde, l'intouchable Magna a été réduit 2 fois au silence, à la peur et à la fragilité. Et pourtant de ce silence, il a trouvé une nouvelle voie, une voie qui ne s'est pas forgée dans l'audimat ou le pouvoir, mais dans la survie, la paternité et la vérité brutale et déchirante que même les légendes doivent se battre, tomber et se relever. À l'aube de la 60aine, Simon Cowell avait déjà enduré une litanie de cicatrices émotionnelles, physiques et professionnelles. Mais rien ne l'avait préparé à la plus cruelle des blessures. Il ne s'agit pas d'une tragédie gravée dans sa colonne vertébrale à la suite d'un accident de vélo, ni du chagrin d'avoir perdu sa mère, mais d'une tragédie gravée sur son visage même. Ce n'était pas une tragédie due au destin ou à un accident. Elle était auto-infligée, née de la pression incessante de la vie, sous la lumière la plus crue imaginable, celle de la caméra de télévision. Pendant des années, Simon s'est essayé aux améliorations cosmétiques. Botox par-ci, produit de comblement par-là, chaque procédure étant justifiée comme un entretien, un bouclier contre la lente marche de l'âge. Au début, les changements étaient subtils, voire invisibles pour la plupart des gens. Mais avec les années et la multiplication des interventions, le bouclier a commencé à se fissurer. En 2021, les fans et les critiques sont choqués par un homme qui ne se ressemble plus. Ses traits autrefois expressifs semblaient raides, son sourire en coin figé, ses joues étrangement gonflées. Les mèmes se sont répandus sans pitié. Les forums en ligne ont disséqué chaque image, et l'homme qui avait fait carrière en jugeant les apparences s'est retrouvé jugé, moqué et ridiculisé. Pour Simon, l'ironie est brutale. Il avait bâti un empire sur le contrôle, contrôlant les récits, contrôlant les talents, contrôlant la télévision elle-même. Pourtant, il se trouvait là incapable de contrôler la chose la plus personnelle, son reflet. Dans des interviews ultérieures, il a admis avec une humilité peu caractéristique que j'étais allé trop loin. À un moment donné, je me suis regardé dans le miroir et je ne me suis littéralement pas reconnu. Cet aveu a eu plus de poids que les tabloïds ne l'ont jamais imaginé. Il ne s'agissait pas d'un simple aveu cosmétique, mais d'un aveu existentiel. Pour un homme qui s'est frayé un chemin depuis l'invisibilité de son enfance jusqu'à l'omniprésence sur les écrans du monde entier, la perte de la reconnaissance dans son propre miroir a été sa propre annihilation. La charge émotionnelle a été plus profonde que la vanité. Simon a commencé à se retirer des projecteurs. Il a réduit ses apparitions dans l'émission America's Got Talent, a sauté des tournées promotionnelles et a permis à d'autres de prendre le devant de la scène dans les spectacles qu'il dominait auparavant. Les initiés murmuraient qu'il avait l'air fatigué, plus doux, presque diminué. L'éclat de ses yeux, ce regard qui terrifiait les candidats et captivait des millions de personnes, semblait s'être émoussé. Il parle moins de l'audimat et des contrats que d'Eric, son jeune fils. « Je n'ai plus besoin d'être partout, dit-il doucement. Je n'ai plus besoin d'être partout. 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 Je n'ai plus
Je veux juste être là quand Eric rit. Et pourtant la surveillance ne s'est pas arrêtée. Les paparazzi le suivent dans ses promenades à Malibu, les tabloïds spéculent sur de nouvelles procédures, même s'il n'y en a pas, et chaque rare apparition est scrutée au microscope. Pour la première fois, Simon comprend au plus profond de lui-même ce que signifie être l'objet et non l'observateur, celui qui est sur la scène, pas derrière le bureau. Le pouvoir s'est inversé, le juge était devenu le jugé. Pourtant de cette humiliation est née une chose inattendue, la clarté. Simon a choisi d'arrêter. Il a renoncé au traitement cosmétique, se promettant de laisser la nature reprendre ses droits sur ce que les aiguilles avaient altéré. Il a décidé que cela suffisait. Laissez-le vieillir, laissez-le se montrer. C'était plus qu'une décision esthétique. C'est une déclaration de paix avec lui-même. Il n'avait plus besoin de présenter son invincibilité. Il devait embrasser la vulnérabilité. Ce faisant, il est paradoxalement devenu plus fort. Lorsque Simon a fini par réapparaître, ce n'était pas avec le lustre d'une jeunesse artificielle, mais avec l'authenticité d'un homme qui avait survécu au ridicule public et choisi l'honnêteté plutôt que l'illusion. Les fans qui s'étaient moqués de lui voyaient maintenant quelque chose de différent de l'humanité. Le mania autrefois invincible s'est révélé fragile, imparfait et réel. C'est peut-être là l'héritage le plus profond de ce chapitre, un rappel que même ceux qui jugent ne sont pas à l'abri des insécurités de l'âge, et que le plus grand courage n'est pas de poursuivre la jeunesse éternelle, mais d'accepter la vérité du temps. Pour Simon Cowell, la leçon n'a pas été gravée dans les contrats ou les cotes d'écoute, mais dans les lignes de son visage. Et pour une fois, il était prêt à les laisser rester. En septembre 2024, alors que Simon Cowell commençait à peine à imaginer l'automne de sa vie, comme celui de rythme plus doux de la paternité, de la réflexion, d'un rythme plus lent, la tragédie est arrivée avec une cruauté qui dépasse l'entendement. Liam Payne, le garçon que Simon a rencontré pour la première fois à l'âge de 16 ans, se tenant nerveusement sous les lumières de la scène, mais portant une voix remplie d'une promesse inébranlable, a soudainement disparu. Non pas après des décennies de scènes et de couchers de soleil, mais violemment à seulement 31 ans. Une chute du balcon d'un hôtel de Buenos Aires a mis fin à une vie qui commençait à peine à se dérouler. Les titres des journaux ont fait penser à de la fiction, mais le silence qu'ils ont laissé derrière eux était douloureusement réel. Pour des millions de fans, la nouvelle était choquante. Pour Simon, c'était une catastrophe que les mots n'auraient pu contenir. Liam n'était pas un candidat comme les autres, il n'était pas une étoile de plus dans un catalogue d'étoiles. C'était la famille, le garçon, que Simon avait placé dans une direction. Le groupe qu'il a soigneusement assemblé en 2010, un groupe qui est devenu un phénomène et a défini toute une génération. Simon se souvient de cette audition, du rire nerveux, de la lueur de détermination dans les yeux de Liam. Un simple « oui » avait déclenché un voyage qui semblait destiné à durer des décennies. Simon dira plus tard que voir cette lumière s'éteindre si brusquement, c'était comme perdre un fils. Simon connaissait la perte. Il avait enterré son père en 1999, il avait enterré sa mère en 2015. Il avait survécu à son propre accident presque mortel en 2020, mais c'était différent. Ses adieux antérieurs aussi déchirants soit-il, s'étaient déroulés au rythme naturel de la vie. La mort de Liam n'était pas naturelle, elle était sans pitié. Un jeune homme emporté dans la fleur de l'âge avec des chansons non écrites, laissées en suspens comme des prières inachevées. Trop jeune, trop tôt, trop cruel, a murmuré Simon à un ami proche. Et c'était là plus que tout la vérité. Le monde a pleuré en chœur. Les villes se sont illuminées lors des veillées aux chandelles. Les fans ont inondé les médias sociaux de paroles, de photos et de mots brisés d'incrédulité. Mais le deuil de Simon était solitaire. Les projets ont été interrompus. Les caméras se sont éteintes. L'homme qui a autrefois dominé le prime time mondial a choisi le silence. Ses nuits ne sont plus rythmées par les studios lumineux, mais par des heures tranquilles passées aux côtés de son fils Eric. Ses amis ont remarqué qu'il tenait Eric plus étroitement, comme si chaque rire, chaque histoire racontée à l'heure du coucher avait le poids de quelque chose de sacré.
C'était comme s'il essayait de donner à Eric tous les moments que Liam n'aurait jamais pu lui donner, s'est souvenu l'un d'entre eux. En privé, Simon est revenu au début. Il se repasse les cassettes d'audition de Liam et des garçons si jeunes, si pleins d'espoir indompté. Ce qui ressemblait à de la nostalgie est devenu un deuil rituel. Chaque rire enregistré était une blessure, chaque chanson un fantôme de ce qui aurait pu être. Pour l'homme qui construisait des carrières et élaborait des cultures, l'impuissance était insupportable. Il pouvait concevoir des empires, il pouvait créer des étoiles, mais il ne pouvait pas réécrire cette fin. Et dans cette impuissance, la réflexion a pris racine. Simon s'est mis à parler différemment. Il ne parlait pas d'audience, mais d'héritage. Il ne parlait pas d'empire, mais de famille. Non pas d'ambition, mais de présence. L'acuité qui définissait autrefois sa voix s'est adoucie, pondérée maintenant par la conscience de la fragilité de la vie. La mort de Liam n'a pas seulement affligé Simon, elle l'a marqué. Elle est devenue le miroir qu'il ne pouvait éviter, lui montrant le coût de la célébrité, la brièveté de la vie, et la vérité que même les lumières les plus brillantes peuvent s'éteindre sans avertissement. One Direction a été plus qu'un groupe. C'était la jeunesse, l'espoir, l'unité. Aujourd'hui, avec la disparition de Liam, une partie de ce symbole a été brisée à jamais. Le garçon qu'il appelait autrefois son protégé n'était plus là. Et pourtant, dans ce vide cruel, Simon s'accrochait plus fort à ce qui restait. À Eric, au rare silence, au simple et irremplaçable fait d'être en vie. Malgré tous les empires qu'il avait construits, toutes les audiences qu'il avait commandées, rien ne pesait plus que la vérité, que la mort de Liam avait gravée dans son âme. La vie insupportablement courte et insupportablement fragile est la seule chose que nous ne pourrons jamais remplacer. En 2025, Simon Cowell n'est plus le personnage impitoyable qui régnait sur la télévision du samedi soir, mais un homme complètement remodelé par la survie, les cicatrices et la réflexion. À 65 ans, il siège toujours au jury de l'émission Got Talent, mais son rôle n'a plus rien à voir avec la domination. Ses verdicts se sont adoucis en conseil, son esprit en chaleur. L'homme autrefois redouté pour sa langue acérée parle aujourd'hui avec la patience de celui qui sait exactement à quel point la vie peut être fragile. Chaque mot porte l'écho des nuits passées dans la douleur, chaque sourire, l'ombre des épreuves endurées. À la maison, sa vie raconte une histoire encore plus claire. Son manoir de Beverly Hills d'une valeur de 15,5 millions de dollars, qui était autrefois un trophée de triomphe, est devenu un sanctuaire où la santé passe avant tout. Les matins commencent par des exercices de pilates lents et prudents, prescrits par des thérapeutes pour protéger la colonne vertébrale qui s'est fracturée en 2020 et qui le punit encore de raideur à chaque aube. Chaque mouvement d'imprudent risque de raviver l'agonie. Les repas ne sont plus des festins indulgents, mais le fruit de plans méticuleux élaborés avec les médecins. Peu de sodium pour lutter contre l'hypertension, beaucoup de fibres pour prévenir le diabète, des antioxydants pour lutter contre la fatigue. Chaque bouchée ressemble désormais à un choix entre guérir ou blesser, admet un ami. Pourtant, sa plus grande épreuve n'est pas la colonne vertébrale, mais ses yeux. Des décennies passées sous les lumières de la scène et les effets persistants d'un traumatisme ont affaibli sa vision. Il porte constamment des lunettes de lecture. Sous un éclairage faible, il plisse les yeux. Pour l'homme qui a bâti des empires en repérant la brillance cachée de jeunes chanteurs, le brouillage de la vue ressemble à une trahison. Il confie à des amis proches que l'idée d'être un jour incapable de voir le visage d'Eric le terrifie plus que n'importe quelle manchette. Ses blessures physiques s'infiltrent dans la tranquillité de son esprit. Les nuits blanches reviennent souvent, la douleur lui traverse le dos comme un vieil ennemi. L'anxiété persiste également, la peur de retomber, la crainte de devenir dépendant. Pourtant chaque soir, tout cela s'adoucit en présence d'Eric. Promenades à vélo le long de la côte de Malibu, touches de piano maladroites, histoires à dormir debout, lues avec effort, mais avec amour. Ils sont devenus des médicaments. Chaque rire de son fils est comme une promesse. Chaque page tournée comme un défi au temps lui-même. Et derrière ces rituels domestiques,
son empire continue de tourner. Des franchises comme Got Talent et The X Factor continuent de générer d'énormes revenus, alimentant une fortune estimée aujourd'hui à plus de 600 millions de dollars. Son portefeuille est vaste. Un manoir de 24 millions de dollars en bord de mer à Malibu, où l'aube se lève sur le Pacifique. Une grande propriété de 45 millions de dollars à Holland Park à Londres. Un penthouse à Manhattan avec vue sur Central Park. Dans son garage se trouvent plus de 20 supercars. Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin, une Bugatti Veyron, même si la plupart d'entre elles prennent aujourd'hui la poussière. Un jet privé qui était autrefois une navette constante entre les continents ne vole plus que rarement. Symbole d'un homme qui a autrefois couru contre le temps, ils sont aujourd'hui immobiles comme s'ils attendaient un propriétaire qui a finalement ralenti. Pourtant Simon parle de ses richesses avec détachement, presque avec dédain. Il a déjà rédigé son testament. Eric n'héritera pas de milliards. Au lieu de cela, l'argent ira à des fondations pour les soins de santé, des enfants, l'éducation créative et les bourses d'études pour les jeunes défavorisés. Je ne veux pas qu'Eric hérite de l'argent, a déclaré Simon. Je veux qu'il hérite de valeur, et je veux que les enfants qui commencent avec rien héritent de chances que je n'ai jamais eues. En cela, il ne se contente pas de distribuer des richesses, il réécrit le sens de l'héritage. Même son apparence raconte l'histoire d'un abandon. L'ère du botox et de la spéculation est révolue. Son visage est ridé. Ses cheveux sont striés de gris, sa silhouette s'est affinée grâce à la discipline plutôt qu'à la vanité. J'ai cessé de courir après la jeunesse, a-t-il avoué lors d'une récente interview. Je préfère chasser les souvenirs avec Eric. Autrefois moqué pour ses excès esthétiques, il porte aujourd'hui son âge avec dignité, chaque ride étant une marque de survie. Pourtant, sous le calme se cache une lutte acharnée. Les élancements dans le dos, lorsqu'il reste assis trop longtemps, la vision floue qui s'aggrave la nuit, le régime constant de pilules pour stabiliser la pression et la douleur. Il sait que le temps est à la fois un guérisseur et un voleur, mais au lieu de se cacher, il l'embrasse, transformant la fragilité en gratitude. Ses projets sont désormais axés sur l'impact et non sur l'empire. Concerts de charité, bourses d'études, incubateurs créatifs pour les jeunes musiciens. Il n'apparaît que rarement à la télévision, et seulement lorsque c'est important, parlant moins d'audimat que de résilience. Aujourd'hui, la véritable mesure de Simon Cowell ne réside peut-être pas dans les millions gagnés ou les stars mondiales découvertes, mais dans les victoires ordinaires. Il lit des histoires à l'heure du coucher sous des lampes tamisées, s'étire chaque matin contre la douleur, dirige sa fortune vers des enfants qui ne connaîtront jamais son nom. Le juge impitoyable est devenu un mentor humble, un bâtisseur d'empire, un homme d'héritage. Sa vie murmure une vérité universelle. La richesse s'évanouit. La célébrité se fane. La santé vacille, mais l'amour, l'humilité et l'objectif perdurent. Derrière la légende, il y a un père qui s'accroche farouchement au temps, un philanthrope qui transforme les privilèges en possibilités, un survivant qui nous enseigne que la grâce n'est pas dans le triomphe, mais dans l'endurance. Et maintenant, cher lecteur, son histoire s'adresse à vous. Quelle leçon tirerez-vous du voyage de Simon? De ralentir avant que le destin ne vous y oblige, de chérir le rire plutôt que les applaudissements, d'investir non pas dans les possessions, mais dans la présence. Rappelez-vous que Simon n'est pas un homme parfait. Il a trébuché mal jugé et a été marqué au vu et au su de tout le monde. Mais c'est peut-être ce qui fait que son parcours mérite réflexion. Il nous rappelle que l'héritage n'est pas une question de triomphe sans faille, mais de courage pour changer après un échec, pour aimer malgré la perte, pour continuer à avancer, même quand on est brisé. Partagez vos réflexions ci-dessous. Abonnez-vous pour recevoir d'autres chapitres inédits et rejoignez-nous pour honorer non seulement les légendes, mais aussi l'humanité fragile et imparfaite qui les habite. Car dans chaque cicatrice, dans chaque ombre, Simon Cowell nous montre la vérité ultime, à savoir que le plus grand héritage n'est pas l'empire, mais l'empathie.